La corde craquait dans le vent du matin. Non, attendez, ce n'est pas comme ça que cette histoire commence. Cette histoire commence avec 80 gardiens, des murs de béton de 6 mètres d'épaisseur, et un homme que la France entière appelait l'ennemi public numéro 1, Jacques Mézerine. Le 8 mai 1978, à 6h23 du matin, le directeur de la prison de la Santé à Paris, Henri Leclerc, marchait vers la cellule 347 du quartier de haute sécurité. C'était la cellule de Jacques Mézerine, l'homme le plus dangereux de France. Mézerine était surveillé 24 heures sur 24. 4 gardiens devant sa porte. Caméra dans le couloir. Vérification toutes les 30 minutes. Aucun prisonnier n'avait jamais échappé du quartier de haute sécurité. Jamais. Leclerc avait personnellement garanti au ministre de la Justice que Mézerine ne s'échapperait pas. 80 gardiens jurèrent que Jacques Mézerine ne verrait plus jamais la liberté. Mais quand Leclerc ouvrit la porte de la cellule 347 ce matin-là, ce qu'il vit le fit s'arrêter net. La cellule était vide. Complètement vide. Mais ce n'était pas le pire. Sur le lit de Mézerine, soigneusement arrangé, se trouvait quelque chose qui allait faire trembler toute la France. Un mannequin fait de vêtements de prison, avec une tête sculptée dans du savon. Les traits du visage étaient parfaits, reconnaissables. Et dans la bouche du mannequin, une cigarette encore fumante. À côté, une note manuscrite en lettres élégantes. « Messieurs les gardiens, merci pour l'hospitalité. La prochaine fois, améliorez la sécurité. Cordialement, Jacques Mézerine, PS. Vérifiez vos murs. » Leclerc se précipita vers le mur du fond. Là, caché derrière une affiche de Brigitte Bardot, se trouvait un trou, un tunnel creusé à travers 6 mètres de béton armé, avec une cuillère. Leclerc tomba à genoux. Sa carrière venait de se terminer. Mais l'histoire de comment Jacques Mézerine avait réussi l'impossible, comment il avait humilié le système pénitentiaire français, et pourquoi la France entière resta silencieuse pendant 3 jours, cette histoire commence 6 mois plus tôt. Le 8 novembre 1977, Jacques Mézerine fut capturé après une fusillade spectaculaire à Compiègne. 15 policiers, 3 voitures détruites, 47 coups de feu échangés. Mézerine se rendit seulement quand il n'eut plus de munitions. Les journaux titrèrent « L'ennemi public numéro 1 enfin capturé ». La France respira. Le ministre de la Justice, Alain Peyrefitte, donna une conférence de presse. Jacques Mézerine est désormais dans la prison la plus sécurisée de France. Il ne s'échappera pas. Nous avons mis en place des mesures sans précédent. 80 gardiens spécialement formés. Surveillance 24 heures sur 24. Cellules renforcées. Mézerine ne reverra jamais la liberté. Ce que Peyrefitte ne savait pas, c'est que Mézerine avait déjà commencé à planifier. Dès la première nuit dans sa cellule, Mézerine examina chaque centimètre. Les murs, le plafond, le sol, la porte, les barreaux. Il cherchait une faiblesse. N'importe quelle faiblesse. Il trouva quelque chose que personne n'avait remarqué. Le mur du fond, celui qui donnait sur l'extérieur, avait été réparé il y a 15 ans. La réparation utilisait un béton légèrement différent, plus ancien, plus fragile. Mézerine sourit. Il avait trouvé sa sortie. Mais creuser à travers 6 mètres de béton avec quoi? Il n'avait rien. Pas d'outils, pas d'armes, rien. Juste une cuillère en métal pour manger. Alors Mézerine fit quelque chose que personne n'aurait cru possible. Il commença à creuser avec cette cuillère. Chaque nuit, de minuit à 5 heures du matin, pendant que les gardiens changèrent d'équipe et que la surveillance était plus relâchée, Mézerine grattait le mur. Centimètre par centimètre, millimètre par millimètre. Il cachait les débris de béton dans ses poches, les jetait dans les toilettes, les mélangeait à sa nourriture. Il fabriqua une pâte avec du savon et de la poussière de béton pour colmater les fissures visibles. Il accrocha une affiche de Brigitte Bardot pour cacher la zone de travail. Pendant 6 mois, Jacques Mézerine creusa. Ses mains saignaient, ses doigts étaient à vif, ses ongles se cassaient. Mais il continuait. Chaque nuit, sans exception. Les gardiens ne remarquèrent rien. Mézerine était le prisonnier modèle, poli, calme, coopératif. Il discutait avec les gardiens, leur demandait des nouvelles de leur famille, jouait aux échecs avec eux. Il les endormait dans une fausse sécurité. Pendant ce temps, le tunnel avançait. 10 cm, 20 cm, 50 cm, 1 mètre, 2 mètres. Mézerine calculait tout. L'angle du tunnel pour éviter les fondations. La profondeur pour passer sous les détecteurs de mouvement. La direction pour sortir dans la ruelle derrière la prison. Mais creuser n'était que la moitié du plan. Mézerine devait aussi s'assurer que personne ne découvrirait son absence avant qu'il soit loin, très loin. Alors il commença à fabriquer le mannequin, avec des vêtements de prison bourrés de journaux, une tête sculptée dans du savon, avec des traits minutieusement gravés, des cheveux faits de fils tirés de sa couverture.
Il vola du maquillage à l'infirmerie pour colorer la peau du savon. Le résultat était troublant de réalisme. Dans la pénombre de la cellule, avec les couvertures remontées, le mannequin ressemblait exactement à un homme endormi. Mesrine testa son mannequin. Il le plaça dans son lit, se cacha dans le coin de la cellule. Quand le gardien fit sa ronde de vérification à travers le judas, il ne remarqua rien. Parfait. Le plan était prêt. Il ne restait plus qu'à choisir le moment. Le 7 mai 1978, après 6 mois de travail, le tunnel était terminé. 6 mètres de béton traversés avec une cuillère. Mesrine attendit la nuit. À minuit, il plaça le mannequin dans son lit, arrangea les couvertures, alluma une cigarette qu'il coinça dans la bouche de savon. Le détail de la cigarette était génial. La fumée qui s'échappait créait l'illusion de respiration. Puis Mesrine laissa sa note, pas par arrogance, par nécessité. Il voulait que la France comprenne qu'aucune prison ne pouvait le retenir, que le système était faillible, que Jacques Mesrine était plus intelligent qu'eux tous. À 00h47, Mesrine entra dans le tunnel. Il rampa pendant 45 minutes dans l'obscurité totale, tirant son corps à travers un espace à peine plus large que ses épaules. Ses mains saignaient, ses genoux étaient écorchés. Il ne pouvait pas respirer correctement. Mais il continuait. Parce que de l'autre côté, il y avait la liberté. À 1h32, Mesrine émergea dans la ruelle derrière la prison de la Santé. Il était libre. Il se releva, épousseta ses vêtements et disparut dans la nuit parisienne. Pendant ce temps, dans la cellule 347, le mannequin continuait de fumer. Les gardiens passèrent 6 fois devant la cellule cette nuit-là. 6 fois, ils regardèrent à travers le judas. 6 fois, ils virent un homme endormi dans son lit. Ils ne remarquèrent rien. À 6h23, le directeur Leclerc ouvrit la porte pour l'inspection matinale et découvrit la vérité. Mesrine était parti depuis presque 6 heures. Il pouvait être n'importe où. Paris, la campagne, la Belgique, la Suisse, n'importe où. Leclerc déclencha l'alarme. Toute la prison fut mise en confinement. La police fut alertée. Les routes furent bloquées. Les aéroports surveillés. Mais c'était trop tard. Mesrine avait disparu. Ce qui se passa ensuite choqua la France entière. Le gouvernement essaya de cacher l'évasion. Pendant 3 jours, aucune information ne fut diffusée. Aucun journal, aucune télévision, aucune radio. Le silence total. Pourquoi? Parce que l'évasion de Mesrine n'était pas juste un échec de sécurité. C'était une humiliation nationale. Le ministre de la Justice avait personnellement garanti que Mesrine ne s'échapperait pas. 80 gardiens avaient juré qu'il resterait enfermé. La prison de la Santé était censée être impénétrable. Et un homme avec une cuillère avait traversé 6 mètres de béton. Le gouvernement ne pouvait pas admettre cet échec. Pas publiquement, pas immédiatement. Alors ils imposèrent un blackout médiatique. Pendant 3 jours, la France ne sut rien. Mais les rumeurs circulaient. Dans les cafés, dans les rues, dans les commissariats, Jacques Mesrine s'est échappé. Impossible, c'est vrai. Avec une cuillère. Vous plaisantez? Je le jure. Le 3e jour, le gouvernement n'eut plus le choix. Trop de gens savaient. Trop de fuites. Ils durent annoncer la vérité. Le 11 mai 1978, le ministre de la Justice donna une conférence de presse. Sa voix tremblait. Jacques Mesrine s'est échappé de la prison de la Santé le 8 mai. Nous avons lancé la plus grande chasse à l'homme de l'histoire de France. Nous le retrouverons. La salle de presse explosa. Comment était-ce possible? Comment a-t-il fait? Où est-il maintenant? Pérefit ne pouvait pas répondre. Parce qu'il ne savait pas. Personne ne savait. Les journaux du lendemain titrèrent « L'impossible évasion ». Mesrine humilie la France. L'ennemi public numéro 1 libre à nouveau. La photo du mannequin dans le lit fit la une de tous les journaux. Les Français ne savaient pas s'ils devaient être terrifiés ou impressionnés. Mesrine était un criminel, un braqueur de banque, un meurtrier. Mais il était aussi devenu une légende. Un homme qui avait défié le système et gagné. Qui avait creusé sa liberté avec une cuillère. Qui avait laissé un mannequin fumant une cigarette comme ultime moquerie. Pendant ce temps, Mesrine était déjà loin. Il avait quitté Paris la nuit même de son évasion, volé une voiture, conduit jusqu'à la frontière belge, changé de véhicule 3 fois, utilisé 5 fausses identités. À l'heure où le gouvernement annonçait son évasion, Mesrine était déjà en Allemagne. Mais il ne pouvait pas résister. 2 semaines après son évasion, Mesrine fit quelque chose que personne n'attendait. Il envoya une lettre au journal Le Parisien. La lettre était manuscrite, signée, avec une photo de lui souriant devant la tour Eiffel. Messieurs les journalistes, j'ai lu avec intérêt vos articles sur mon récente sortie de la prison de la Santé. Permettez-moi de corriger quelques inexactitudes. Le tunnel n'a pas pris 4 mois, mais 6. Je n'ai pas utilisé une cuillère en acier, mais en aluminium, plus facile à aiguiser. Le mannequin n'était pas fait de chiffon, mais de vêtements de prison soigneusement cousus.
Les détails comptent, messieurs. Quant à ma localisation actuelle, je vous assure que je ne suis pas en Belgique comme vos experts le prétendent. Je suis beaucoup plus proche que vous ne le pensez. Peut-être même à Paris, peut-être même en train de lire votre journal dans un café près de vos bureaux. Qui sait? Continuez votre excellent travail. Cordialement, Jacques Mézerine, PS. Dites au ministre Perefitte que la prochaine fois, il devrait vérifier la qualité du béton avant de garantir qu'une prison est impénétrable. La lettre provoqua la panique. Mézerine était à Paris? Impossible. Trop risqué. Mais c'était Mézerine, l'homme qui avait creusé 6 mètres de béton avec une cuillère. L'homme qui avait laissé un mannequin fumant dans son lit. Rien n'était impossible pour lui. La police quadrilla Paris. Chaque café fut surveillé, chaque hôtel inspecté, chaque rue patrouillée. Mais Mézerine resta invisible, parce que la lettre était un mensonge. Mézerine n'était pas à Paris, il était en Allemagne, riant de la panique qu'il avait créée. C'était son génie. Pas seulement s'échapper, mais contrôler le récit, manipuler la peur, devenir plus grand que nature. L'évasion de Mézerine eut des conséquences massives. Le directeur Leclerc fut renvoyé. 15 gardiens furent suspendus. Le système de sécurité de la prison de la Santé fut entièrement revu. De nouveaux protocoles furent mis en place. Vérification toutes les 15 minutes au lieu de 30. Détecteur de mouvement dans chaque cellule. Scanner pour détecter les tunnels. Tout cela à cause d'un homme et d'une cuillère. Mais le vrai impact fut psychologique. Mézerine avait prouvé que le système était faillible. Que les murs, les gardiens, les caméras, rien de tout cela ne pouvait retenir un homme vraiment déterminé. Il avait transformé l'impossible en réalité. Et la France ne l'oublierait jamais. Pendant 18 mois, Mézerine resta libre. Il braqua des banques, échappa à la police, donna des interviews aux journaux, écrivit un livre sur ses exploits. Il devint plus qu'un criminel. Il devint un symbole de rébellion, de liberté, d'intelligence contre force brute. Les Français étaient divisés. Certains le voyaient comme un héros, un Robin des Bois moderne qui défiait l'autorité. D'autres le voyaient comme un monstre, un meurtrier qui se moquait de la justice. Mais tout le monde connaissait son nom, tout le monde connaissait son histoire. L'homme qui avait creusé sa liberté avec une cuillère. Le 2 novembre 1979, l'histoire de Jacques Mézerine se termina. La police le localisa à Paris, conduisant une BMW sur la porte de Clignancourt. Ils ne prirent aucun risque cette fois. Pas d'arrestation, pas de procès, pas de prison d'où il pourrait s'échapper à nouveau. 21 policiers, 19 coups de feu. Mézerine mourut instantanément, criblé de balles dans sa voiture. La France respira à nouveau, mais l'évasion de la prison de la Santé resta gravée dans la mémoire collective. Pas à cause de la violence, pas à cause du crime, mais à cause de ce qu'elle représentait. Un homme seul contre un système entier. Une cuillère contre 6 mètres de béton. L'intelligence contre la force. La détermination contre l'impossible. Et pendant 3 jours, la France entière resta silencieuse. Pas par peur, mais par respect. Respect pour un homme qui avait fait l'impossible. Qui avait prouvé que les murs ne sont que des murs. Que les prisons ne sont que des bâtiments. Que la liberté, la vraie liberté, ne peut jamais être enfermée. Aujourd'hui, si vous visitez la prison de la Santé à Paris, vous pouvez voir la cellule 347. Elle est vide maintenant. Mais sur le mur, là où Mézerine avait accroché son affiche de Brigitte Bardot, il y a une plaque. Elle dit simplement « Jacques Mézerine, 8 novembre 1977, 8 mai 1978, l'homme qui a creusé sa liberté. » Pas de glorification, pas de condamnation, juste un fait, un rappel. Que 80 gardiens ont juré qu'ils ne s'échapperaient jamais. Que le gouvernement a garanti qu'ils resteraient enfermés. Que la prison était impénétrable. Et qu'un homme avec une cuillère a prouvé qu'ils avaient eu tous tort. C'est l'histoire de Jacques Mézerine, l'ennemi public numéro 1, l'homme qui a fait trembler la France, l'homme qui a laissé un mannequin fumant dans son lit et qui a disparu dans la nuit. Si cette histoire vous a fait réfléchir sur la liberté, sur la détermination, sur ce qu'un homme peut accomplir quand il refuse d'abandonner, laissez un commentaire. Était-ce du génie ou de la folie, de la rébellion ou du crime? Où est la ligne? Activez les notifications. Nous vous apportons les histoires vraies que les livres d'histoire ont oubliées. Les moments où un homme a défié l'impossible et a gagné. Souvenez-vous de Jacques Mézerine, 1936-1979. L'homme qui a creusé 6 mètres de béton avec une cuillère. L'homme qui a fait taire la France pendant 3 jours. L'homme qui a prouvé que la liberté ne peut jamais vraiment être enfermée. Reposez en paix, ennemi public numéro 1. Votre légende vivra éternellement.